oui, il y a une idéologie derrière, c'est que l'Union européenne, c'est une économie sociale de marché. Et dans l'économie sociale de marché, il y a économie de marché. Oui, il y a les pays européens ont signé un contrat en disant qu'ils étaient des économies sociales de marché qui respectaient la libre installation, la libre concurrence et qui considéraient qu'avoir une économie capitaliste était plus efficace et que c'était ça qu'il fallait avoir. On n'a pas à se cacher, c'est écrit noir sur blanc dans les traités européens. Je crois que c'est dans la Constitution française aussi. Oui, en Europe, on considère que le capitalisme, globalement, ça marche, et que la concurrence, globalement, c'est bien, que ça crée de la richesse, et qu'après, c'est une puissance publique de répartir la richesse. Changer économie sociale de marché dans les traités européens, non, ça, personne ne sera d'accord. Je veux dire, si la France veut proposer ça, elle ira au coin toute seule quelque part, et tout le monde la regardera en disant vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez faire. Nous y étions. De la bouche même de ce consensueux fonctionnaire européen, l'idéologie économique sur laquelle l'Union européenne s'était construite constituait l'horizon indépassable de cette union. Le principe même de l'Union européenne, le principe même d'avoir des règles supranationales, c'est justement de mettre l'économie ou les grands choix politiques et économiques sur des rails et de ne plus pouvoir en dévier. Et là, on arrive je pense à cette espèce aussi, on revient sur les gilets jaunes, c'est-à-dire l'idée de se réapproprier de politique, ça part bien du fait que on nous explique toujours que c'est pas possible. Mais c'est pas possible parce que c'est intrinsèquement pas possible. C'est pas possible parce que les règles sont, c'est Jean Juncker qui disait, il n'y a pas de démocratie contre les traités. Le problème, c'est que si les traités c'était juste quelques grands principes, à la limite ça pourrait aller, je veux dire, c'est bien le principe d'une constitution. Mais là, les traités, c'est des bouquins de 500 pages dans lesquels on a des règles extrêmement précises qui interdisent, qui sont pour le libre-échange, qui sont pour la liberté du mouvement du capital, qui sont pour la concurrence, qui mettent d'ailleurs ces principes-là devant les principes du droit du travail et même de la liberté syndicale. Qui mettent même des objectifs budgétaires précis, qui mettent le nombre de lits d'hôpitaux qu'il faut supprimer. Alors ils disent pas, non, les traités ne disent pas qu'il faut supprimer des lits d'hôpitaux, mais ils imposent un carcan budgétaire extrêmement fort, et donc c'est ça qui concrètement et aussi de mon point de vue, en tout cas de mon point de vue, c'est ça qui va entraîner la révolte et qui pose question. Et si les gens ont l'impression que le gouvernement ne gouverne pas ou font beaucoup de com', c'est aussi parce qu'en fait ils ont de moins en moins de leviers pour gouverner. Donc est-ce qu'aujourd'hui l'UE pose des problèmes majeurs, que ce soit en termes de démocratie ou d'orientation socio-économique En termes de démocratie, c'est sûr. Et d'ailleurs, on le voit à chaque fois que sont organisés des référendums qui ont un rapport avec la question européenne dans quelques pays que ce soit, ces référendums sont systématiquement annulés en fait. Le référendum français et néerlandais de 2005, le résultat a été retourné par les parlements des deux pays et on nous a fait le traité de Lisbonne qui est le même texte en fait. Et le dernier en date, c'est le référendum grec en juillet 2015 où un vote a été fait et il a été retourné dans la semaine par Alexis Tsipras qui a finalement décidé de céder aux créanciers de la Grèce. Donc à chaque fois qu'il y a un référendum qui est organisé sur cette question, il est systématiquement dévoyé par les dirigeants. Les dirigeants aujourd'hui sont élus, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de l'onction de légitimité que confère le suffrage universel, mais ce ne sont pas eux qui conduisent les politiques véritablement. Donc on ne peut pas demander des comptes à ceux qui les conduisent vraiment, c'est-à-dire la BCE, la Cour de justice de l'Union, la Commission. Alors, toutes les responsabilités véritables échappent à la sanction des urnes. Et ça, c'est très important de le constater, c'est que ce n'est pas une fatalité. L'Union européenne, ça a été fait pour disloquer les nations, parce que la nation est le cadre à l'intérieur duquel le bas peut demander des comptes à ses représentants. Voilà. Et à partir du moment où on a fabriqué cet ensemble supranational, où sont conduites les vraies politiques, économiques notamment, mais pas seulement, les citoyens ne peuvent plus demander des comptes. On a décorrélé le suffrage et la décision. Et ça, c'est important de le savoir. Moi, j'essaye d'expliquer pourquoi on ne pourra pas aller vers la justice sociale et qu'on ne pourra pas
renouer avec une démocratie qui fonctionne normalement dans le cadre de l'Union européenne. Pour le cas particulier de l'énergie, du coup, puisqu'on parlait de ça, Ouais. l'ouverture du marché européen à la libéralisation de l'énergie, du coup, face à les prix ont baissé dans les différents pays d'Europe depuis ou pas? Oui, les prix Ouais. ont baissé En France, par à la exemple, production. Normalement, les prix ont baissé aussi en France. J'ai pas le pour les gens, en fait, pour les foyers, je parle. Bon, c'est assez amusant qu'ils aient choisi l'exemple précisément du marché de l'énergie pour illustrer les aspects globalement positifs de l'ouverture à la concurrence. Parce que si on regarde les faits, c'est pas loin de constituer un contre-exemple absolu. En France, l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie s'est faite en 2007. Et entre 2008 et 2018, le coût moyen de l'électricité a augmenté de 44%. Le prix du gaz, lui, a connu une évolution similaire, principalement concentrée sur les foyers consommant moins de 6000 kWh par an. Ce qui veut dire que l'idée selon laquelle la mise en concurrence entraîne forcément une baisse des prix, dans le cas présent, ne fonctionne absolument pas. Mais l'Allemagne a été favorisée par les structures mêmes de l'UE. Elle est aujourd'hui le leader de fait, et vous avez tout un tas d'autres pays qui se sont d'abord beaucoup appauvris, et puis qui sont des Européens de seconde zone, les Grecs, mais d'autres pays d'Europe du Sud également. Mais ça se fait pas par l'intermédiaire d'un choix C'est- démocratique. voilà, c'est pas ça explicite, se fait, voilà, c'est c'est pas pas explicite. Et je pense que c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des, d'abord on a une Union européenne qui est structurellement divergente, c'est-à-dire qui fait diverger les pays, qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Mais on va dire aux pays pauvres qui sont appauvris, c'est de votre faute. Parce que tout le monde a les mêmes règles. Et c'est là la perversion du système géré par la règle. C'est un, les débats sont jamais tranchés, et deux, c'est toujours de la faute de ceux qui n'ont pas réussi parce que les autres obéissent aux mêmes règles. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les mêmes règles appliquées à des pays qui sont profondément différents, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même géographie, qui n'ont pas la même économie, eh bien, c'est un système injuste. Vous voyez, moi je vous dis, vous avez tous les mêmes règles, hein, c'est-à-dire, bon, enfin, c'est le principe du marché et de la concurrence libre et non faussée. Voilà, battez-vous, sauf qu'il y a des grands et il y a des petits, quoi. Et les petits ils perdent à la fin, on leur dit c'est de votre faute, fallait vous battre mieux. Et ça c'est pas explicite, mais en réalité c'est exactement ce qui se passe.